Je suis développeur .NET depuis maintenant 5 ans. Qui connaît .NET Core tout court pour l'instant? Ah ouais, quand même. Ah bon, je vais passer tout ça alors. Je voulais faire des petits rappels à l'état des lieux. Donc du coup, grosso modo, c'était développé par la .NET Foundation, etc. .NET Standard, du coup, tout le monde connaît. Je sais pas compris la question. .NET Standard, tout le monde connaît. Ah oui, Je vais passer tout ça. Bah, du coup, on vient de passer de 30 minutes à 10. Donc voilà, l'utilisation. C'est pas drôle si j'ai pas de contenu. Donc du coup, la grosse nouveauté de Microsoft que Microsoft a annoncé pendant la build, c'était le fait qu'on allait pouvoir développer des applications UWP, Windows Forms et UWP, Windows Forms et WPF, Windows Forms sur .NET Core 3, installable uniquement sur Windows, et qu'on allait pouvoir porter UWP sur Windows 7 via une espèce de sandbox qu'on va retrouver. Également, on a la possibilité du coup de porter Entity Framework 6, donc certains d'entre vous l'utilisent dans vos projets. Mais le problème, c'est que du coup, on ne pouvait pas le faire migrer vers du Entity Framework Core, par exemple, parce qu'il manquait des fonctionnalités sur les géospatiales, par exemple, ou les clés primaires hiérarchiques. Donc du coup, maintenant on va pouvoir le faire sur Linux, sur Mac, etc. Je retire ce que je viens de dire, ça c'est uniquement valable pour Entity Framework 6. Donc du coup, UWP, WPF et Windows Forms uniquement sur .NET Core 3. Et également, il y a un certain nombre de nouveautés qui arrivent avec ASP.NET Core. Donc pour le .NET Core 3, il va falloir installer Visual Studio 2019 évidemment. Et si vous voulez utiliser Visual Studio Code, vous devrez installer la version bêta de OmniSharp, donc une version qui arrive, qui est déjà disponible, pardon, et qui est téléchargeable sur GitHub. Donc du coup, vous n'êtes pas sans savoir que la structure des CS Proj a fortement changé, elle a été allégée. Du coup, on va retrouver uniquement le Target Framework qui va être .NET Standard 2.1, donc 2.1 qui est également annoncé, et soit ciblé NetCore Application, enfin NetCore App 3.0. Donc du coup, actuellement on a la version 3.0.100 du SDK, et la grosse nouveauté aussi, c'est qu'on va pouvoir installer les versions 100 et les poussières une par une, mais par contre quand on va passer à 200, on va pouvoir l'installer à côté de la 100. Si on a la 300, à côté de la 200 et de la 100. Et du coup, si on a la 101, 102, 103, bah, du coup, ce sera toujours la dernière qui sera utilisée. Petite question, ça va être supprimé automatiquement ou pas si on installe? Je ne sais pas s'il en est pour l'instant. Par contre, pour l'utiliser sur Visual Studio, il sera nécessaire d'aller dans les options de Visual Studio, d'aller sur .NET Core, sur le Project Solutions, .NET Core, et cocher la petite case utiliser les versions prévues du SDK .NET Core. Actuellement, donc, il y a la version 3, la preview 3 qui est disponible, et il y a une livraison qui sera potentiellement disponible le deuxième semestre de 2019. Donc du coup, Windows Forms Core, WPF Core, ok. Du coup, je disais que Windows Forms et WPF n'allaient pas être portés par contre sur Mac et Linux, du moins pour le moment. Et on va pouvoir dire au revoir à la dépendance de Roslyn. Aujourd'hui, le compilateur C# 7, donc ASP.NET Core 2.0, se base sur Roslyn pour déployer vos applications, pour compiler vos applications. Aujourd'hui, on n'aura plus cette dépendance vis-à-vis de Roslyn, mais du coup, ce sera libre au niveau du runtime. Si j'ai bien compris. Concernant ASP.NET Core 3.0, on va pouvoir rajouter des composants Razor. Qui connaît React.js, Vue.js et compagnie? À peu près. Grosso modo, on va avoir l'équivalent en Razor. Donc, on va pouvoir réutiliser des composants dans d'autres différents projets, un peu à la même chose que les tag helpers, si je puis dire. C'est pas tout à fait la même chose. On va développer tout à l'heure un
un petit composant hasard. Il y a des nouveautés au niveau du signal R et au niveau des flux en streaming. Donc non seulement on va avoir du temps réel, mais en plus on va pouvoir échanger, streamer des informations sur du long terme. Donc du coup, on a des pipes, on a l'accès aux pipes depuis le HTTP Context et il y a quelques nouveautés au niveau du routage. Également, il y a aujourd'hui pour vos applications ASP.NET Core 2.2, il y a un parsage JSON qui est fourni. Aujourd'hui, c'est par défaut Newtonsoft et demain, avec .NET Core 3.0, vous allez pouvoir choisir votre propre implémentation. Ok. Vous connaissez tous déjà C# 6 et 7 ou pas? Oui. Donc du coup, il y a une grosse modification au niveau de C# 8. On va avoir par exemple le string qui va devenir nullable. Donc du coup, ce qui va nous permettre du coup, si je l'affiche sur mon écran ici, ça va pas le faire. Si du coup ici j'écris si je passe ici un string qui est nullable, donc pour l'instant c'est pas possible, je vais pouvoir vérifier. Vérifier avec le point d'exclamation ici, d'interrogation ici, si ma longueur est nulle ou pas. Enfin, ça va me permettre du coup de vérifier simplement si j'ai une valeur. Là du coup je vais avoir un avertissement, donc du coup S9, pardon. Mais par contre ici j'aurai pas l'avertissement. Il y a la possibilité du coup d'avoir des await au niveau des for each. Donc dès qu'on attend une collection, aujourd'hui ce qu'on pouvait faire c'était for each variable mon élément dans la collection que j'allais attendre. Maintenant on va pouvoir directement demander au for each, on va pouvoir écrire le mot-clé await devant le mot for each et ça va nous permettre d'attendre la collection et du coup de pouvoir retourner au fur et à mesure les résultats grâce au mot-clé ideal que vous connaissez sans doute. Ah oui, ils ont également introduit l'objet eAsync énumérable, qui est une version améliorée du coup du énumérable en prenant en considération les problématiques d'asynchronisme. Il y a une nouveauté au niveau des index, des nouveautés. Il y a tout simplement l'introduction d'index au niveau des C# 8. Ici, admettons qu'on ait une collection A, donc qui contient des chiffres de 0 à 9. Ici, je n'ai pas marqué. Ah oui. Là, par exemple, si je sélectionne ma collection avec entre chapeau 4, chapeau c'est quoi? C'est l'accent circonflexe 4. Je vais pouvoir du coup récupérer les 4 derniers chiffres de ma collection. Donc là, en l'occurrence, je vais récupérer le 9, 8, 7 et 6. C'est bon. Il y a également des implémentations par défaut pour les interfaces. Aujourd'hui, on avait des classes abstraites pour cela. On pouvait définir des méthodes qui étaient abstraites et qu'il fallait implémenter en dessous. Et au niveau des interfaces, on ne pouvait pas définir le corps d'une méthode. Maintenant, ça va être possible avec cette petite nouveauté. Donc du coup, ici, j'ai une interface dans laquelle j'ai mon log et je mets son point virgule normal. Mais derrière, je vais avoir une deuxième méthode qui va s'appeler log et son implémentation par défaut va être l'appel de la méthode au-dessus. Donc du coup, j'ai écrit le corps de ma méthode. Et du coup, ici, je n'ai plus besoin de l'implémenter au niveau de console logger, qui elle hérite de e-logger. On a également l'introduction de patterns récursifs qui va nous permettre du coup d'écrire des conditions if, des conditions tout court, qui seront bien meilleures, si je puis dire. Là, par exemple, admettons un AP admettons qu'on a des objets people et student. Student hérite de people, ok? Donc du coup, on veut vérifier si P est un étudiant, pardon.
qui est gradé, qui n'est pas gradé et qui comporte un nom qu'on va passer. Donc du coup, ici, ma condition if elle a un petit peu évolué. Oups. Ma condition if elle a un petit peu évolué, donc je compare le type et du coup, je vais passer des arguments dans des accolades qui vont permettre de trier déjà tous les éléments et je vais renvoyer tous les noms au fur et à mesure. On a également une nouvelle possibilité d'écrire le switch. Donc du coup, on va sortir, enfin je vous savez comment on écrit le switch, donc switch, case, machin, etc. Donc du coup, à la place de switch case, du coup, on va prendre l'objet figure, qui va être celui qui a été entre parenthèses auparavant. Et du coup, mes switches sont remplacés par exemple, line, rectangle, cercle, enfin mes switches, les cases, je veux dire. Et du coup, je vais lui dire, bah, area va être de 0 si c'est line, l'area va être de width par la hauteur, ou si c'est un cercle, je vais calculer pi sur mon radius, fois 2, fois radius à nouveau. Et dans les cas contraires, donc, je vais avoir un objet anonyme, je ne vais pas lui donner de nom, et dans le cas contraire, je vais lancer une exception, tout simplement. Donc du coup ici je vais retrouver le résultat final de la valeur de switch.